Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième conférence dans la série de conférences Quand le ciel nous tombe sur la tête. Donc, c'est une série de 5 conférences qui portent sur les météorites essentiellement, plusieurs aspects des météorites. Dans la première conférence, il y a 2 semaines, on avait regardé quelle était la source des météorites, c'est-à-dire principalement les astéroïdes et les comètes. Pour ceux qui l'auraient manqué, vous pouvez aller sur le Facebook Live d'Espace pour la vie. Vous retrouverez cette conférence qui a été enregistrée, qui est disponible. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des météorites. Il y aura 3 autres conférences. Je peux en parler un peu à la fin, mais tout de suite, la prochaine portera sur la chute de la météorite de Saint-Robert. Ensuite, ce sera sur les cratères d'impact et finalement sur le projet DOME, un projet de détection de chute de météorites. Alors, nous allons maintenant, aujourd'hui, parler de ce deuxième volet, c'est-à-dire des météorites. Je vais être accompagné pendant la présentation, je tiens à dire tout de suite, par Mathieu, notre valeureux technicien du planétarium, que je salue au passage. C'est lui qui va donc s'occuper de tout le côté technique. Je ne prendrai pas les questions au fur et à mesure sur le chat parce qu'à un moment donné, ça devient un peu complexe. Alors, Mathieu va donc regarder les questions au fur et à mesure. Et à la fin, il va me transmettre les questions auxquelles je pourrai répondre. Donc, voilà. Alors, donc, les météorites, j'ai mis comme sous-titre, c'est des pierres venues du ciel. Effectivement, c'est un sujet tout à fait fascinant. Je travaille moi-même. C'est vrai, je ne me suis pas présenté. Je vais me présenter donc de ce fait. Je suis astronome au planétarium Rio Tinto Alcan et aussi conservateur de la collection de météorites du planétarium. Alors, donc, les météorites, c'est un sujet tout à fait fascinant. C'est des objets extraordinaires qui nous donnent beaucoup d'informations. Alors, tout de suite, d'emblée, commençons en se demandant, pourquoi on s'intéresse et pourquoi on collectionne les météorites. Eh bien, comme on l'a vu il y a 2 semaines, je parlais que une des grandes énigmes qu'on essaie de répondre en astronomie, il y en a plusieurs, bien sûr, c'est, entre autres, comment le système solaire s'est formé, donc comment, oui, le Soleil s'est formé, mais aussi comment les planètes ont pu se former et en bout de piste, comment la vie a pu apparaître sur une planète comme la nôtre. Alors, les astéroïdes nous permettent d'avoir certaines réponses de ça. Mais les astéroïdes, c'est difficile d'aller les voir, d'aller les observer. L'exploration spatiale a quand même ses limites. Et les météorites, qui sont des fragments d'astéroïdes, justement, sont des choses qui nous permettent à ce moment-là de mieux comprendre ce qui a pu se passer. On est un peu comme des détectives. On fait une enquête sur peut-être pas un crime dans ce cas-ci qui s'est produit après coup. On essaie de comprendre justement ce qui s'est produit. Alors, les météorites vont nous permettre justement de comprendre certains éléments. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les modèles de formation et d'évolution du système solaire qu'on a sont grandement guidés par la recherche qui a été faite sur les météorites. Il y a donc, c'est des embryons de planètes, ni plus ni moins, et de les étudier, c'est d'étudier comment le système solaire s'est formé. Il y a une autre raison aussi qui est importante. En astronomie, on est des observateurs passifs. Hein? On observe les objets à distance. On ne peut pas toucher les objets. C'est pas comme un biologiste qui voudrait étudier une plante, par exemple, peut aller cueillir la plante, la mettre dans son laboratoire, ou un animal, par exemple, on peut le disséquer, etc. Je peux pas faire ça en astronomie. Je peux pas amener une étoile dans un laboratoire. Je peux pas amener un trou noir dans un laboratoire. Il y aura plus de laboratoire en plus. Donc, ça, ce n'est pas possible là, à ce moment-là. Mais la seule exception qu'on a là-dedans, c'est justement que avec les météorites, pardon, parce que c'est les seuls objets extraterrestres auxquels on a accès, qu'on peut toucher, ni plus ni moins, parce qu'ils viennent de l'espace et on les ramasse et on peut comprendre, comme je disais, certaines choses dans notre système solaire. Alors, moi d'ailleurs, quand j'ai à manipuler
certaines météorites, certains fragments, ben, je suis toujours à quelque part impressionné parce que, justement, on touche à des choses extraterrestres qui est tout à fait extraordinaire. Alors donc, c'est la raison principale. Et on va regarder aujourd'hui un peu plus en détail ce qu'il y en est avec les météorites. Bon, je n'irai pas dans tous les détails, ce sera un peu complexe. Je veux faire un survol de certaines questions qui sont souvent posées par le public au planétarium et essayer de démystifier un petit peu ce monde tout à fait fascinant. Alors, allons-y donc tout de suite avec la prochaine diapo. Oups, là, on a sauté, je pense, au moins une diapo. Parce que, voilà, merci. C'est Mathieu qui contrôle la séquence des différentes diapos. Alors, donc, je l'ai dit tantôt, d'abord, d'où viennent les météorites, avant de parler qu'est-ce qui se passe quand ça tombe. Ben, je l'ai dit, il y a deux sources potentielles. D'abord, les astéroïdes. On en trouve un bassin important entre les planètes Mars et Jupiter, qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. Et là-dedans, ben, qu'est-ce qu'il y a? Les astéroïdes, ben, c'est des corps rocheux de forme aléatoire. C'est pas nécessairement toujours des corps ronds, il faut qu'ils soient assez gros. On appelle ça souvent des patatoïdes. Je pense que l'image est très claire dans l'esprit des gens. Et ces objets-là tournent autour du système solaire, autour du Soleil, mais il arrive parfois qu'il y en a qui s'approchent près de la Terre, vont tomber sur Terre. Il y a aussi les comètes qui sont un potentiel pour faire des météorites au sol. On n'en a pas vraiment identifié jusqu'à maintenant de façon formelle, et comme quoi une météorite était un morceau de comète. On s'est souvent demandé la question au niveau de la météorite Murchison. Ça reste encore à valider. Il faut dire que les comètes, c'est des corps qui sont là aussi difficiles à aller explorer par des sondes spatiales. Mais c'est possible, et on va parler de météores tantôt, et ça, les comètes sont directement responsables. On voit une très belle image de la comète Hale-Bopp, qui était tout à fait magnifique en 1997, où une comète, c'est quoi? C'est un morceau de glace et de roche de quelques kilomètres de grosseur, donc de la grosseur d'une montagne, essentiellement, qui, en s'approchant du Soleil, va être chauffé, effrité par le vent solaire, et ça va créer une à deux queues. Donc, on peut voir ici les deux queues, la queue de gaz en bleuté et la queue de poussière ici jaunâtre. Donc, c'est ce qui est tout à fait, c'est un très, très beau phénomène. Alors, poursuivons. Donc, il y a aussi, et ce qui va nous intéresser, c'est les géocroiseurs. Pourquoi? Ben, c'est des corps. J'ai mis des astéroïdes, ça pourrait être des comètes, il y en a peu, mais c'est donc des corps qui croisent l'orbite de la Terre. Donc, ils viennent de la ceinture d'astéroïdes. À un moment donné, ils sont expulsés vers les régions internes du système solaire et ils croisent l'orbite de la Terre. Ça veut dire quoi? Ben, la plupart du temps, la Terre n'est pas là quand ils vont croiser l'orbite de la Terre. Mais si jamais notre planète est sur son chemin, ben, ça va tomber sur Terre. Les corps, les géocroiseurs, il y en a de toute grosseur. J'en ai mis ici 2037, c'est le chiffre à jour. Si on parle de corps d'au moins 100 mètres de grosseur. Pourquoi 100 mètres? C'est des corps qui potentiellement vont faire des dégâts si jamais ça tombe sur Terre. Bon, 100 mètres, 150 mètres, c'est sûr que les dégâts vont être plus locaux. Bon, on sait maintenant que la chute d'un astéroïde sur Terre, il y a 65 millions d'années, aurait fait disparaître les dinosaures, mais là, on parle d'un corps de 10 km de grosseur. C'est beaucoup plus gros. C'est très rare que ça arrive. On en parlera dans la 4e présentation. Mais ici, les géocroiseurs, potentiellement dangereux, ben, c'est 100 mètres et plus. Et bien sûr, ça dépend où ça tombe. Si ça tombe en plein désert, bon, il peut y avoir quelques dégâts, c'est moins pire. Mais si ça tombe dans une ville importante, Montréal, Toronto ou même New York, on peut imaginer que là, comme il y a une densité de population importante, ça peut faire quelques dégâts. Donc, les géocroiseurs vont nous intéresser et ça va faire en sorte qu'il y a des corps qui, dans le fond, vont passer près de la Terre et pourraient frapper notre planète. Le but, bien sûr, et on en parlera dans la 4e présentation, est de répertorier ce type de corps pour faire en sorte qu'on les connaisse le mieux possible, qu'on soit capable de prévoir leur trajectoire à l'avance, et il faut les suivre longtemps parce que ça peut varier, la trajectoire dans le temps, et pour pouvoir se prémunir si jamais il arrive quelque chose. Mais revenons à notre sujet qui est les fameuses
les fameuses météorites. Avant d'aller avec les météorites, je veux tout de suite, avec la prochaine diapo, faire clarifier certains termes qu'on voit parfois dans les définitions. J'en ai mis 3, je vais même en amener un quatrième qu'on voit parfois, qu'on appelle un météoroïde. C'est un corps qui est dans l'espace, qui va éventuellement tomber sur Terre. C'est très large, c'est pour ça qu'on l'utilise très rarement. Puis en plus, pas facile à prononcer, mais c'est pas la raison pourquoi on l'utilise peu. Donc, il y a les météoroïdes. Mais bien sûr, quand le corps entre dans l'atmosphère, donc quand il traverse l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle un météore. Ça, c'est un corps qui traverse l'atmosphère. Mais c'est de façon très générique. Ça peut être une petite poussière, ça peut être un gros fragment, ça pourrait même être techniquement un débris de satellite ou de fusée qui traverse l'atmosphère, qui se consume dans l'atmosphère. C'est à quelque part un météore. Donc, ça, c'est la première chose. On va utiliser parfois le mot, surtout tantôt, dans quelques instants, je vais utiliser le mot météore, donc c'est quand ça entre dans l'atmosphère. Il y a 2 types de météores, au moins un que vous avez sûrement dû déjà observer, je vous le souhaite, c'est des étoiles filantes. Vous avez probablement déjà vu, au mois d'août, il y a une belle pluie d'étoiles filantes, on en voit plusieurs. Alors, les étoiles filantes, c'est des petites poussières, vraiment petits, on parle de la grosseur d'un grain de sable, qui entrent dans l'atmosphère, mais à grande vitesse. On parle de l'ordre de 50 à 100 000 km/h, parfois plus. Et bien sûr, à cette vitesse-là, d'abord, la poussière va se consumer complètement dans l'atmosphère, elle n'atteindra pas le sol, mais étant donné qu'elle va très vite, elle laisse une traînée lumineuse, un peu comme on voit sur la photo que vous avez là, donc qui est tout à fait magnifique. Bon, certains vont même faire des vœux, mais ça, je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner. Et il arrive parfois aussi que lorsqu'une comète passe dans les zones internes du système solaire, elle va laisser un nuage de poussière derrière elle. On l'a vu tantôt avec la comète Hale-Bopp, la queue de poussière. Et si la Terre traverse, et c'est le cas à ce moment-là, si la Terre traverse la queue de poussière, enfin le nuage de poussière, il va y avoir plusieurs étoiles filantes qui vont tomber dans l'atmosphère et ça va donner une pluie d'étoiles filantes. On demandait, il y a une question ici, je vais y répondre tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 queues d'une comète qui ne sont pas dans la même direction? Oui, les queues de comètes sont expulsées. Ici, ne sont pas tout à fait dans la même direction. Ça dépend de l'angle où on regarde. Et la queue de poussière est souvent incurvée, courbée, parce que les poussières sont éjectées à moins grande vitesse que le gaz. Et dans le cas d'Hale-Bopp, on voyait très bien les 2 queues. Donc, le gaz étant expulsé à grande vitesse, il n'a pas le temps de suivre le mouvement de la comète. C'est pour ça que parfois, on voit une distinction entre les deux queues de comète. Dans le cas des étoiles filantes, donc, il y a les pluies d'étoiles filantes que vous avez peut-être vues au mois d'août. On vous le souhaite. Il y en a d'autres, si vous les Gémeonides dans le décembre, entre autres. Mais ce qui va nous intéresser, si on revient à la présentation, c'est les bolides. Qu'est-ce que c'est qu'un bolide? C'est une grosse étoile filante. Vous avez peut-être déjà vu ça, je vous le souhaite. C'est tout à fait beau à voir. Vous voyez, une étoile filante, c'est un petit point lumineux, ça passe, oups, ça disparaît en quelques secondes. Mais parfois, on en voit une étoile filante, puis elle passe, mais en même temps, elle devient très lumineuse. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un morceau plus gros, c'est pas juste un grain de sable, c'est un peu plus gros. Et en plus, quand ça devient très lumineux, c'est que souvent, c'est que le morceau va se casser, ça va augmenter justement la quantité de lumière et on va voir ce qu'on appelle un bolide. Donc, c'est une grosse étoile filante. Et ce type, dans les cas les plus spectaculaires, les bolides peuvent même être vus de jour. Donc, on verra quand une météorite tombe, c'est ce qui va arriver. Parce qu'un fragment qui va tomber au sol va souvent donner naissance à un bolide important et on peut même le voir de jour. Dans 2 semaines, je vais parler de la chute de Saint-Robert. Cette chute-là, on l'a vu, le soleil était même pas couché. Donc, alors voilà. Donc, ça, c'est très, très joli à voir. Et bien sûr, après le bolide, si le morceau est assez gros et qu'il survit à sa traversée de l'atmosphère, on va retrouver au sol une météorite comme celle-ci, la météorite Gao-Guiné, qui est tombée au Burkina Faso. Donc, c'est quoi? C'est un corps rocheux, une météorite. On va le voir dans
tantôt avec la prochaine diapo, un peu le phénomène qui s'est produit. On en connaît jusqu'à maintenant presque 64 000 météorites. La plupart ont été retrouvés, on verra, en Antarctique. Si vous vous demandez pourquoi, on va le voir dans quelques instants. Je vais juste vous titiller un petit peu là ici. Donc, voilà, donc ça, c'est un très beau cas. Alors, regardons justement qu'est-ce qui se passe quand un météore entre dans l'atmosphère et qui est assez gros pour donner une météorite au sol. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui vont entrer en ligne de compte. Vous avez ici un résumé, bon, il est en anglais. Vous avez la trajectoire du météore qui est en blanc. On écrit même qu'il va se fragmenter. On va le voir dans quelques instants. D'abord, le corps, quand il est dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc il n'est pas affecté et il ne brille pas. C'est la même chose pour une étoile filante. C'est à 100 km d'altitude environ que ça commence véritablement à briller. Et une étoile filante, à 80 km d'altitude, au maximum, on ne la verra plus. Donc, un météore plus gros va nous permettre de le voir. Parfois, c'est un peu plus bas. Parfois, ça prend encore un peu plus d'atmosphère pour être capable de le voir. Quand le corps entre dans l'atmosphère, à ce moment-là, bien sûr, notre météore, l'air est chauffé. Il y a une onde de choc qui est créée, donc devant devant notre météore, et ça chauffe l'air tout autour. Et le réchauffement de l'air, ça va donc augmenter la température de l'air, et surtout, ça va faire en sorte que ça va briller. C'est comme ça qu'on voit, un, les étoiles filantes, et deux aussi, la fameuse boule de feu. Quand quand un météore tombe, et surtout quand un météorite va tomber au sol, tous les témoins vont vous dire, ben, j'ai vu passer une boule de feu. Donc, ça, c'est le premier phénomène. Effectivement, il y a d'autres choses, on y revient tout de suite, mais c'est dû au fait que l'onde de choc va brûler, à ce moment-là, pas brûler, mais va plutôt échauffer, exciter l'air autour, et ça va créer ce phénomène lumineux. Le météorite lui-même, ou le météore, enfin, la pierre, est chauffée à plus de 1000 degrés lorsque la pression de l'air est importante, ce qui va faire en sorte que ça va faire fondre la surface qui va créer une croûte de fusion. On verra que pour une météorite qui vient de tomber, on voit toujours une croûte de fusion. C'est une des façons de le reconnaître. Mais ça va faire en sorte aussi, il faut faire très attention. Oui, donc il y a Mathieu qui me dit que les questions, on va y répondre à la fin. Donc, ceux qui se demandent pour le Facebook. Donc, comme je disais, notre météore entre dans l'atmosphère et est chauffé. Donc, c'est la surface uniquement qui est chauffée. L'intérieur reste froid. Donc, et les témoignages sont importants là-dessus. Il y a des gens, parfois, quand un météorite vient de tomber, il y en a qui disaient ou qui disent, on a touché à la météorite, elle venait de tomber, je l'ai vu tomber, et je me suis brûlé. Dans le fond, c'est pas brûlé, c'est que la météorite, l'intérieur est très froid, il était dans l'espace, donc au moins 130 degrés minimum. Et en y touchant, ben c'est par effet, là, c'est comme c'est très froid, on a une sensation de brûlure, mais c'est le fait qu'elle est très froide. Et lentement, le météorite va stabiliser la température avec l'air ambiant. Donc, la météorite est chauffée, et vers 50 km d'altitude, parfois un peu plus bas, là, il y a un freinage. Le freinage devient très important. Et on va voir apparaître tout de suite, à ce moment-là, la fragmentation. Donc, c'est pour ça, et on le voit parfois, et je vais te demander, Mathieu, d'avancer la prochaine diapo. Je t'avais pas... Voilà, et on viendra tantôt. On a un bel exemple de morceaux qui se sont fragmentés, donc de la météorite de Peekskill. Donc, les gens ont pu l'observer et on voit plusieurs boules de feu. Ben, à l'origine, c'était une seule boule de feu qui s'est cassée en morceaux et chacun est devenu soit un météore qui a augmenté la luminosité. S'ils se sont séparés, parfois ils ne se séparent pas aussi vite et ça augmente de façon importante la luminosité. Et en plus, l'onde de choc qui est devant va créer à ce moment-là, ce qu'on appelle de l'infrason. Donc, d'ailleurs, maintenant, les spécialistes
vont essayer de détecter des infrasons, ce qui nous aide à comprendre, à cataloguer quel type de météorite, surtout la grosseur, l'énergie, etc., qui a été renvoyée. Et chose importante aussi, et là, on peut peut-être, si tu peux revenir en arrière, Mathieu, à la diapo précédente, là, par la suite, ce qui va arriver, c'est que l'onde de choc va finir par faire en sorte qu'on va entendre un bang supersonique. Et ça, c'est important, parce que la météorite va déjà plus vite que la vitesse du son, et quand il y a suffisamment d'air, à ce moment-là, il y a l'onde de choc va créer le fameux bang supersonique, vous avez peut-être déjà entendu avec un avion. Or, quand les témoins qui ont vu des météorites tomber, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils voient la boule de feu et souvent, quelques minutes plus tard, vont entendre le bang supersonique. Et ça, c'est que plus vous êtes loin de la chute et du météore, plus ça va prendre de temps avant d'entendre le bang. Pourquoi? Ben parce que le bang supersonique se déplace à la vitesse du son, environ 1/3 de kilomètre par seconde. Mais le phénomène lumineux, lui, se déplace à vitesse de lumière, c'est quasi instantané. Pas tout à fait, mais presque. Alors donc, c'est pour ça qu'on va entendre un bang supersonique. Et ce fameux bang-là, on peut en entendre même parfois plus qu'un si la météorite, en se fragmentant, parfois, les fragments vont eux aussi créer une deuxième onde de choc. On peut en entendre plusieurs. Si jamais vous avez la chance d'aller sur YouTube, allez voir il y a des vidéos de la météorite de Chelyabinsk où on entend plusieurs, même il y en a un, je pense qu'on entend plus de, je pense que c'est 7 ou 8 détonations à cause de ça. Et vers 20 km d'altitude, là, à ce moment-là, ce qu'on voit, la ligne en bleu, donc qui appelle en anglais dark flight, donc c'est le vol sombre. Ce qu'on entend par là, à ce moment-là, la météorite est tellement freinée qu'elle va, à ce moment-là, oui, tomber, mais elle va se mettre à tomber un peu comme en chute libre, enfin, pas autant d'élan qu'au début. Et là, les vents peuvent être importants et peuvent justement influencer l'endroit où elle va tomber définitivement. Alors, ça, c'est vraiment ce qui se passe. Et en même temps, si on regarde l'autre diapo, ben, ce qui est intéressant, c'est que on le voit en blanc, notre météorite qui est en train de tomber, ben, la répartition des fragments ne sera pas aléatoire, dans le sens que d'abord, ça va suivre une ellipse qu'on appelle l'ellipse de chute qui suit la trajectoire. Donc, le grand axe est dans le sens de la trajectoire de notre fameux météore / météorite. Mais en même temps, les premiers fragments qui vont tomber sont les plus petits. Donc, la première, l'air va effriter d'abord notre météorite et c'est des plus petits fragments. Donc, à une extrémité de l'ellipse, on a des petits fragments. Et plus on avance, plus on va voir des plus gros fragments. Et parfois, on voit, c'est pas toujours le cas, mais souvent, on va voir un fragment beaucoup plus gros qui, lui, va survivre plus facilement à sa traversée de l'atmosphère et va se retrouver où? Ben, à la fin de l'ellipse, donc à l'autre extrémité de l'ellipse. C'est d'autant plus vrai pour des météorites de type métallique. Et je parle de friction de l'air. La friction de l'air va faire en sorte qu'elle est très, très efficace. On a souvent 75-80% de masse qui est perdue dans ce phénomène-là et même parfois plus de 95% de la masse de notre météorite ou de notre météore avant qu'il rentre dans l'atmosphère versus ce qui est arrivé au sol, ce qu'on a récupéré au sol, ben on peut perdre jusqu'à 95% de la masse. Donc, l'atmosphère est très, très, très efficace de ce côté-là. Alors, donc, ça, c'est un peu le phénomène. Les gens qui ont observé ce genre de choses-là, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, donc, souvent, vont voir la boule de feu, ensuite vont entendre une détonation et peuvent voir. Il y a aussi parfois, on voit un nuage blanchâtre qui va rester après, même ça peut être 15-20 minutes après. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement de la vapeur d'eau qui s'est condensée autour des petites poussières de météorites qui sont laissées par le passage du météore et qui vont donner ce fameux nuage-là, qui est tout à fait normal, si on peut dire. Maintenant, la question, on vient d'expliquer qu'est-ce qui se passe quand ça rentre. Comment je fais pour reconnaître une météorite quand elle est
au sol? Ça, c'est la grande question. Vous en avez un beau fragment, c'est la météorite de l'Aigle. Je vais essayer de donner des noms de ces météorites-là, sauf une fois. Alors, la météorite de l'Aigle, qui est célèbre, qui est tombée en 1803, c'est grâce à cette météorite-là qu'on a pu comprendre que les météorites provenaient de phénomènes qui étaient dans l'espace et non pas des phénomènes dans l'atmosphère. Alors, souvent, les gens nous appellent ou par le web ou même viennent au planétarium et nous demandent fréquemment, nous disent « J'ai trouvé une météorite ». Bon, est-ce que c'est le cas? Bonne question. Donc, ce qu'on a à ce moment-là, comment on fait pour reconnaître une météorite quand elle tombe? C'est pas facile. D'abord, si elle vient tout juste de tomber, il devrait avoir une croûte de fusion. On la voit, elle est noire, il y a une petite partition très gris pâle. Donc, ça, c'est qu'on voit l'intérieur. Mais la surface, vous allez avoir une croûte de fusion. La croûte de fusion, elle est importante, je vous l'ai expliqué. C'est quand la météorite entre dans l'atmosphère, elle est chauffée par l'atmosphère. Mais en même temps, ça nous dit qu'elle est très fraîche, cette météorite-là. Les arêtes, donc les coins, on le voit très bien sur cette image-là, sont émoussés, sont pas très pointus. Pourquoi? Ben parce qu'en rentrant dans l'atmosphère, c'est effrité. Donc, c'est la deuxième chose qui nous permet de reconnaître. Il y a du fer dans les météorites. Dans pratiquement toutes les météorites, sauf de très, très, très rares exceptions, il y a du fer. Donc, elle va réagir avec un aimant. Pas besoin d'un gros aimant. Là. Un aimant de frigo, c'est suffisant. Là. Un petit aimant de frigo. Et donc, si quelqu'un m'amène un fragment qui ne réagit pas à l'aimant, c'est mauvais signe. Donc. Mais il faut faire attention parce que souvent, il y a des gens qui trouvent des fragments qui n'ont pas de arêtes à émousser, mais qui réagissent à l'aimant. Et c'est des résidus de fonderie. Et c'est normal qu'on en retrouve beaucoup comme pseudo-météorites, ce qu'on appelle en anglais les meteorons, plutôt que meteorite. C'est tout simplement pourquoi? Parce que quand le Canada a été bâti beaucoup, à une certaine époque, il a été développé grâce aux voies ferrées. Et quand on a construit des voies ferrées, eh bien, les locomotives les trains étaient très lourds et on voulait solidifier les voies ferrées. On s'est dit, on va mettre de la roche. La roche coûtait cher. Alors, ce qu'on a fait à la place, c'est les résidus de fonderie coûtaient rien, à peu près. Alors, on a tapissé le fond des voies ferrées de résidus de fonderie. On a rajouté une petite couche de roche pour que ça fasse beau. On a mis les voies ferrées et les trains circulent depuis ce temps-là. Mais bien sûr, le sol bouge lui-même et ça fait en sorte que vous avez à ce moment-là un morceau de résidu de fonderie ou plusieurs qui pourrait se retrouver à quelques kilomètres de la voie ferrée. Vous allez le trouver sur votre terrain, il n'est pas pareil. Vous allez dire, ah, wow, c'est extraordinaire. Ça réagit à l'aimant un peu, mais ce n'est pas une météorite. Ça, c'est la première chose. Si on regarde aussi l'autre chose importante, la présence de trous à la surface. Vous avez un peu comme une roche qui, à ce moment-là, un peu comme avec une éponge, parfois mettre des trous un petit peu plus petits, mais qu'on voit très bien. Ça, quand on voit ça, c'est sûr que c'est pas une météorite. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand la roche s'est formée, à ce moment-là, il y avait de l'air. Et c'est l'air ou un gaz qui a fait en sorte qu'il y a des trous. Et les trous, un, dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et deux, les trous disparaîtraient lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère. L'autre élément important aussi, le côté, on voit parfois des petits morceaux de vitre. Quand on la regarde, on la tourne un peu, on voit des petits morceaux de vitre, des cristaux de quartz. Ça, quand on voit ça, c'est sûr que c'est pas une météorite. Pourquoi? Parce que les cristaux de vitreux nous indiquent que la roche, lorsqu'elle s'est formée, a été portée à très haute température, plusieurs milliers de degrés. Or, les météorites n'ont pas été amenées à haute température. Surtout, celle qui est à l'écran, c'est une chondrite. Elle n'a jamais été amenée à plus de 1000 degrés, donc il ne peut pas avoir de côté vitreux. Donc, c'est un peu comme ça. C'est sûr que je le dis rapidement comme ça. Ça peut paraître simple. Ça prend de l'expérience pour le faire. Et c'est pas parce qu'on regarde sur le web qu'on voit une photo qui y ressemble que c'est exactement une météorite. C'est plus complexe. J'avoue que moi, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 25 ans que je regarde et je manipule des météorites. Alors, j'ai développé l'œil un peu. Donc, mais ça peut être intéressant là, de voir ce genre de choses-là. Si on regarde maintenant, justement, les différents types de météorites,
avec la prochaine diapo. Ah oui, c'est vrai. Deux choses avant d'aller là. Une chose, quand on voit l'intérieur d'une pierre, la majorité, à vrai dire, je pense que c'est 92% des météorites qui tombent sont de type chondrite. Et les chondrites, on va le voir dans quelques instants, mais vous avez un très bel exemple ici d'une chondrite carbonée, c'est Allende. Vous voyez probablement presque vers le centre, vous avez un peu vers le haut, vous avez des billes, entre autres une très belle, là, des billes rondes, c'est des billes de silicate. Et ça, quand on voit ça, on sait tout de suite que c'est une météorite. Pourquoi? Parce que les chondrites, les chondres, vont se former au début du système solaire, mais surtout vont disparaître dès que la roche est portée à environ plus de 1100 degrés, 1200 degrés de température. À ce moment-là, les chondres vont fondre. Alors, la Terre s'est formée avec de la roche qui était très chaude et il n'y a pas de chondres dans les roches terrestres. Alors, donc, ça, c'est une première chose. L'autre, je vous la montre, mais elle est plus subtile parce que c'est plus difficile à voir. Si quelqu'un montre, par exemple, une météorite métallique, quand on peut voir une espèce de treillis qu'on voit là, on verra tantôt à quoi ça nous donne, qu'est-ce que ça nous donne comme information. C'est ce qu'on appelle les figures de Widmanstatten, pas facile à retenir. Donc, ce treillis-là est visible uniquement dans les roches, là aussi, qui sont des météorites parce que ça prend un refroidissement très, très lent. Et donc, ce qu'on peut voir. Mais ça, c'est plus complexe parce que si vous trouvez une météorite, même si vous la coupez, il faut la couper, la polir et l'attaquer à l'acide nitrique, ce que je ne vous conseille pas de faire. Donc, c'est vraiment quand on identifie que c'est une météorite que là, si on faisait ça, c'est clair que ce serait une météorite. Alors, donc ça, c'est un peu comment reconnaître une météorite. Maintenant, on a essayé de classer les météorites, vous savez, hein, quand on trouve des choses comme ça, on veut faire des classifications. La classification, une des premières qu'il y a eu et une des plus simples, c'est celle que vous voyez à l'écran. On dit qu'il y a 3 types de météorites. À gauche, les pierreuses, au milieu, les métalliques, puis à droite, les métallo-pierreuses ou les mixtes ou un mélange des deux, comme vous voulez. Bon, ça, c'est le fun de voir ça comme ça. C'est simple, c'est extrêmement simple, mais ça ne donne pas beaucoup de renseignements donc aux gens, aux scientifiques, pour savoir à ce moment-là, qu'est-ce que ça nous renseigne sur l'histoire du système solaire, l'histoire de la roche en tant que telle. Pourquoi? Entre autres, parce que dans les météorites pierreuses, on retrouve ce que je pourrais appeler des météorites primitives et d'autres qui sont beaucoup plus évoluées. Alors, si je veux comprendre comment les planètes se sont formées, ces roches-là vont nous aider beaucoup, mais avec cette simple classification, on n'y arrivera pas. Donc, fiez-vous sur les scientifiques, on a complexifié le tout un peu. Et là, je vous montre une étape intermédiaire. Oups, là, on est allé un petit peu trop vite, merci. Donc, vous avez ici une classification des météorites et encore là, ils ne sont pas toutes là. Donc, vous voyez, on a maintenant fait 2 grandes familles. Les météorites non différenciées et les météorites différenciées. On va voir dans quelques instants c'est quoi le processus qui est entre les deux, comment on arrive à ça. Donnez-moi quelques instants. Juste avant pour vous montrer, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de sous-classes. Et encore là, il en manque parce que, entre autres, dans chacune des météorites, chacune des chondrites, on les met comme si vous regardez une chondrite H, par exemple, ou CI, celle que vous voyez le plus à gauche, on peut mettre un chiffre qui irait là, de 1 à 7. Dans ce cas-ci, c'est 1 à 3. Et ça nous permet là, de mieux classer, parce que vous savez ce que c'est, on en trouve beaucoup, on en connaît presque 64 000. On s'est rendu compte qu'il fallait raffiner le tout. Il y a à peu près une 50aine de sous-classes de météorites. Je n'irai pas dans tout ça, mais je vais vous en montrer quelques-unes pour essayer de comprendre comment on a fait pour se faire des modèles d'évolution du système solaire. Là, on va y aller à rebours, nous. Ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais vous montrer un peu, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on voit l'évolution du système solaire. Et en même temps, ça va nous permettre d'expliquer justement ce qu'on voit dans les météorites. Et c'est le fun parce que ça veut dire que ça concorde ce qui se passe. Alors, vous avez ici une belle image, un peu chargée, un peu artistique, bien sûr.
Le Soleil et le système solaire sont formés comment? Ça s'est formé à partir d'un nuage de gaz, un immense nuage de gaz et de poussière. À un moment donné, il y arrive un événement, une onde de choc, possiblement d'une autre étoile qui a explosé en supernova, mais ça, c'est une autre histoire. Pardon. Et l'onde de choc traverse le nuage et ça force, notre nuage, il tourne sur lui-même, et ça force en même temps la matière à se mettre à se concentrer vers le centre. Et le mécanisme est assez efficace. Il faut dire que la nature et l'univers est très patient. Et on a du temps. Ça prend des millions d'années, c'est pas grave. Et ça fait en sorte que la grande majorité de la matière, 99,9%, va se concentrer au centre pour donner une étoile. Donc, notre Soleil qui va émettre sa propre lumière. Il y a de la matière qui n'aura pas le temps de tomber sur le Soleil avant qu'il s'allume comme étoile. Et cette matière-là va se mettre à tourner autour du Soleil, à l'équateur du Soleil, sous la forme de ce qu'on appelle un disque d'accrétion. On voit sur l'image, le Soleil est au centre, c'est le point blanc, et on voit les autres corps autour. Notre fameuse poussière, qui est à l'intérieur, elle-même, va commencer à certains endroits à s'agglomérer ensemble. D'abord par l'hydrostatique, ensuite par gravité. Ce qui veut dire que si vous avez deux poussières qui se frappent ensemble de façon une devant l'autre, ben c'est sûr que c'est une collision destructive. Mais il peut arriver, si la vitesse n'est pas trop grande, que deux corps se frappent, mais au lieu de rebondir, vont coller ensemble, ils vont devenir un peu plus gros et de plus en plus gros. Alors, c'est comme ça qu'on va voir d'abord apparaître des poussières qui étaient au début microscopiques vont devenir de l'ordre du millimètre, ensuite du centimètre, du mètre, etc. Et ça va monter jusqu'à faire des astéroïdes. Certains astéroïdes vont donner des protoplanètes. Et finalement, on va retrouver à la fin des planètes. Bien sûr, le processus peut s'arrêter en cours de route à certains endroits s'il n'y a pas assez de matière. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais je vous fais un topo rapide. Si on regarde justement nos chondrites, ce qui représente 92% des météorites qu'on connaît, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait, ces fameuses chondrites-là et les fameuses billes? Ben, les chondres, ce sont, comme je le disais, c'est des billes de silicate, donc de la roche, qui était chaude. Au début du système solaire, c'est un peu plus chaud, et qui vont se former en microgravité. C'est pour ça qu'elles sont très rondes. Et pour former une chondrite, vous allez avoir des cônes de cette façon-là, des morceaux de fer, donc qui viennent des poussières qu'il y avait. Ces poussières-là, pour ceux qui se demandent d'où ils viennent, bien, ils viennent de d'autres étoiles antérieures qui ont explosé et qui ont ensemencé, si on peut dire, notre nuage de gaz. Donc, et parce qu'il faut bien comprendre que l'univers a presque 14 milliards d'années, 13,8 milliards d'années, et le système solaire s'est formé il y a 4 milliards 560 millions d'années. Donc, entre les deux, il y a plusieurs étoiles qui ont vécu. Donc, on se retrouve avec des endroits où il y a justement des chondres, il y a du fer, et même on peut retrouver ce qu'on appelle des inclusions réfractaires. On le voyait bien dans l'IND, je vous le montrerai tantôt. Et tout ça va s'amalgamer dans ce qu'on appelle une matrice, donc une espèce de pâte où il y a la roche qui était là, avait de la glace en surface et la glace va fondre quand il y a beaucoup de choses et par chaleur et va agglomérer tout ça et va faire une matrice qu'on appelle de cette façon-là qui va donner notre fameuse météorite chondrite. D'où vient la chaleur, vous allez me dire, au début? Ben, au début, c'est qu'il y a des éléments radioactifs, dont l'aluminium 26, qui est très efficace, qui va faire chauffer l'intérieur. Donc, qui va faire en sorte que ça va changer un peu un peu la composition ou la forme des chondres. On le voit. Ça peut faire disparaître certaines inclusions réfractaires, mais surtout, ça va nous donner nos fameuses chondrites. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est vrai pour des corps, je vous dirais, soit des astéroïdes, des plus gros astéroïdes ou la surface des gros astéroïdes, ou sinon des astéroïdes qui ont moins de 40 km de grosseur. Pour les astéroïdes de plus de 40 km, il va y avoir début de différenciation qu'on va voir dans quelques instants, et soit qu'elle est complète ou partielle, et si elle est partielle, on peut avoir des chondrites.
On allait voir la différenciation, je ne veux pas être trop complexe. On va regarder justement certains types de chondrites. Ça, c'est important. Donc, nos chondres, vous allez mieux voir. Alors, vous avez 3 types de chondrites. Vous avez, j'ai mis Allende à gauche, j'ai mis une chondrite qu'on appelle carbonée, une CV3, Saint-Robert en bas qui est une chondrite H, et la Sahara 97096 qui est une N-statite H3. Bon, je ne vais pas aller dans tous les détails de la pétrologie. Pour les noms, on va le voir dans quelques instants. Mais si vous regardez, c'est la même photo pour la météorite d'Allende. On voit très bien les cônes. La matrice, les cônes sont grisâtres. La matrice est noire, donc on la voit très bien. Et on voit à côté du gros cône, donc on voit aussi une inclusion réfractaire qu'on appelle souvent les inclusions blanches, donc qui est très, très beau à voir. Alors ça, les chondrites carbonées, c'est les météorites les plus primitives qu'on retrouve. C'est vraiment, des chondrites, des météorites dans lesquels le processus de formation s'est fait. On a commencé à agglomérer tout ça en météorites, mais il s'est arrêté rapidement. Donc, c'est sûr que pour les autres, ailleurs, il a pu continuer et donner éventuellement des planètes. Mais dans ce cas-ci, quand on voit une chondrite carbonée comme ça, c'est comme si j'avais pris un embryon de planète et que je l'avais mis au frigo dans l'espace et que je l'avais gardé jusqu'à temps qu'il tombe sur Terre. Donc, de l'étudier, ça nous permet beaucoup de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Vous avez en bas la chondrite ordinaire, chondrite, la Saint-Robert. Faut bien comprendre que la quantité de cônes varie d'un type à l'autre. Donc, il y a moins de cônes dans les chondrites carbonées. Le maximum qu'on retrouve, c'est dans les N-statites. Quand je disais qu'il y a du fer aussi, le fer, on en retrouve un peu moins dans les chondrites carbonées. Il y a les CI en principe, chondrites carbonées CI qui n'en ont pas, mais on connaît 7 météorites CI, donc les chondrites carbonées sont très rares. Mais dans le cas des chondrites ordinaires, comme Saint-Robert, on classe dépendamment de la quantité de fer qu'on retrouve à l'intérieur en classe H, L et LL pour high, low et low, low. Donc, dans le fond, c'est des chondrites qui ont beaucoup, peu ou très peu de fer. Et dans les instatites, c'est là qu'on a le plus de fer, le plus de cônes. Et en plus, pourquoi le chiffre comme chondrite H5 ou CV3 ou H3, le 3 ou le 5 ici, c'est tout simplement est-ce que la météorite a été chauffée en cours de route et comment est-ce que les cônes ont pu être affectés ou la matrice, etc. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y en a quand même beaucoup. Mais les chondrites, c'est ce qu'on retrouve le plus, sont plus faciles à distinguer, surtout quand on voit l'intérieur. Et les chondrites carbonées nous donnent énormément de renseignements. D'ailleurs, à Allende, on a retrouvé des acides aminés à l'intérieur de Allende. On a même compris que la matrice des chondrites carbonées, l'eau qui est inclue à l'intérieur, qui est maintenant plus liquide mais solide, donc on peut trouver en faible quantité, mais il y en a quand même, cette eau-là ressemble beaucoup à l'eau qu'on retrouve sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui pensent que ça viendrait des météorites, l'eau qu'on a sur Terre. C'est une des choses. Pour ça, d'étudier ça, comme je disais, c'est de comprendre notre système solaire. L'autre grande famille qu'on a, c'est les météorites différenciées. Alors, comme je vous disais, dès qu'on atteint 40 km à peu près, là, puis que même plus gros, à ce moment-là, je vous l'ai dit, au début, les corps se forment et il y a de la radioactivité naturelle, qui est l'aluminium 26. Et cette radioactivité-là, en se désintégrant, donc, ça crée de la chaleur. Et il peut y avoir des collisions aussi qui créent de la chaleur. Mais dans ce cas-ci, cette chaleur-là va faire, si le corps est assez gros, ça va faire fondre les métaux et ça fait en sorte que les plus lourds vont couler, entre guillemets, vers le fond, vers le centre, de l'astéroïde et laisser au-dessus les métaux moins lourds. Et pour nous retrouver avec ce qu'on voit à droite, donc avec un centre, un noyau qui est fait, ça c'est si la différenciation s'est faite au complet, et donc avec un noyau qui est une roche, donc c'est soit du fer et nickel, donc c'est du métal, un manteau qui l'entoure qui est de la roche, dans lequel on ne retrouvera plus de cônes,
parce que je vous l'ai dit, les cônes vont disparaître, vont fondre dès qu'on dépasse 1100 degrés. Pour arriver à de la différenciation, c'est plusieurs milliers de degrés. Et on a donc un manteau, une croûte sur laquelle on retrouve peut-être des basaltes, entre autres, mais de la roche pour laquelle il n'y a pas de coндre. Et entre les deux, il y a un interstice entre les deux et on peut voir à ce moment-là, c'est de là que viennent les météorites qu'on appelle mixtes. Alors, si on en regarde quelques-uns en même temps, qu'est-ce qu'on a comme information? Et peut-être juste avant de dire ça, pour ceux qui se demandent comment on fait dans cette hypothèse-là pour avoir des météorites métalliques, parce qu'il y en a quand même. Parce que ça vient du noyau. Dans le système solaire, surtout dans la ceinture d'astéroïdes, c'est là que ça vient principalement, il y a beaucoup de corps et il y a des collisions. Et je vous rappelle que le système solaire a 4 milliards et demi d'années. Donc, en 4 milliards et demi d'années, il peut y avoir des collisions. Alors, s'il y a une ou plusieurs collisions qui peuvent arracher soit la croûte ou aussi le manteau, et parfois, après une ou plusieurs collisions, ça peut même détruire en plusieurs fragments le noyau. Et à ce moment-là, ça va créer de nouveaux astéroïdes plus petits et certains vont dévier vers des trajectoires qui vont l'amener vers la Terre. Juste comme exemple, l'astéroïde Vesta, on a vu, cet astéroïde-là a été un cratère immense et on sait qu'il a déjà été frappé dans son passé. Et on a identifié 1200 astéroïdes qui viennent justement, qui ont été formés à la suite de cette collision-là. C'est ceux qu'on a identifiés. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vus encore. Si on regarde certaines météorites métalliques, en même temps, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme renseignement? Voici les fameuses figures de Widman-Staton pour les octaédrites. Je n'irai pas dans toutes les catégories, mais ce que je veux vous montrer, c'est justement, comme je disais, on peut voir apparaître ce genre de treillis-là si je polis la surface de la météorite et que je l'attaque à l'acide nitrique. Mais vous voyez sur les deux photos, là, j'ai mis le type de météorite avec son nom. Edmonton, c'est au Kentucky dans ce cas-ci. Et j'ai mis OF ou OG, c'est moi qui l'ai ajouté, parce que à gauche, les bandes sont très fines, d'où le OF, et à droite, ils sont très larges. Donc, OG pour gros, c'est des grosses bandes. Qu'est-ce que ça nous donne comme renseignement? Ça nous dit à quelle vitesse le corps parent de cette météorite-là s'est refroidi. Alors, quand il se refroidit rapidement, on voit un treillis des bandes plus minces, alors que quand il est plus large, c'est un refroidissement qui est beaucoup plus lent, qui peut aller de quelques degrés par million d'années à 1 degré par million d'années. Et ce genre de treillis-là, des bandes se forment, c'est votre noyau, il y a du fer, mais il y a aussi du nickel qui se répartit dans le fer et ça va donner deux éléments, de la camacite et de la tanite. Et tout dépendant comment ça va se répartir, c'est là que ça donne ce treillis-là, qui est tout à fait magnifique d'ailleurs. Il y a même des vendeurs de météorites qui en font des bijoux. C'est un peu triste, mais j'ai vu des fonds de montres, des colliers. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. C'est des météorites, on n'en retrouve pas énormément, mais c'est des météorites, vous en conviendrez, lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère, qui survivent plus facilement à leur traversée de l'atmosphère. On verra tantôt d'ailleurs que la plus grosse météorite au monde, oui, c'est une météorite métallique. Alors, si on va, voilà, à la prochaine diapo, l'autre grande dans les différenciés, je vais vous en montrer, celle de droite, qui est une palasite qui est tout à fait magnifique. Ici, c'est Esquel. On en a une très belle au planétarium qui est Imilac, mais je n'avais pas de photo qui rendait justice à cette météorite-là. Moi, je trouve que c'est les plus belles météorites. Donc, les fameuses palasites, surtout comme Esquel ou comme Imilac. Vous voyez donc le fer, on le voit très bien, et les points jaunâtres, c'est de l'olivine, c'est de toute beauté. Donc, c'est vraiment à l'intersection entre le noyau de fer et votre manteau que ça va se former. Donc, c'est pour ça que c'est sûr qu'il y en a quand même en faible quantité. L'autre grande catégorie qu'on voit dans les mix, c'est les mésosidérites. On le voit très bien à droite. Vous avez des morceaux de fer qui est plus blanc à l'écran, avec de la roche plus foncée. Dans ce cas-ci, pour former ça, il n'y a pas d'explication. Enfin, il y a une seule explication. C'est deux météorites qui se sont mélangées à la suite d'une collision. Ça peut être un morceau de fer, donc qui se fait frapper par une météorite pierreuse. Et à ce moment-là, les deux vont se mélanger ensemble. Vous allez me dire, ouais, la météorite pierreuse est beaucoup moins solide que le morceau de fer, c'est vrai, mais
Ça dépend toujours des conditions de collision et on sait que ça se produit parce qu'on en voit là aussi. Ça aussi, ça peut être très, très joli. Donc, ça, c'est pour certaines météorites. Donc, qui nous permettent, et autant les achondrites, pas les, pardon, les chondrites nous permettent de voir un peu comment les cônes se forment, donc comment le système solaire s'est formé. Puis en même temps, ben, les métalliques, avec les figures de Weinmann-Staton, avec les mésosérites pour les collisions, nous permettent de comprendre comment les corps un peu plus gros ont évolué. Une autre type, je ne veux pas tous les passer, mais parmi les célèbres, et ça, c'est une des plus célèbres météorites, la Allen Hill 84001, qui est une météorite qui est martienne, donc qui vient de la planète Mars. Alors oui, il y en a. C'est les météorites les plus rares sur le marché. Parmi ceux qu'on trouve, je vais vous montrer, il y en a un peu plus de 200. Donc, en ce moment, on a 268 martiennes qu'on connaît sur les presque 64 000. Alors, comment est-ce qu'on a trouvé ça? Tout simplement, il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est mis à étudier certaines météorites. Il y a 3 types de martiennes. Et il y en a étudié une et il a dit, tiens, je vais mesurer l'âge de la météorite. J'ai dit, pourquoi faire ça? Dans le fond, ils ont tous le même âge et ils datent tous du début du système solaire. Donc, on va arriver à 4 milliards et demi d'années. La première fois, il s'est rendu compte que, l'âge était à peu près 1,2 milliard d'années. Ça veut dire, je dis dans le texte que c'est rare que ça dépasse 1,3 milliard d'années. Je pense que la seule qui dépasse ça, c'est celle que vous voyez à l'écran. C'est des météorites plus jeunes. On s'est rendu compte que c'était comme de la lave fondue aussi. Donc, on se dit, tiens, c'est un peu particulier. Ils viennent tous du même corps parent. Et là, on a commencé à regarder d'où ça peut venir. Ça peut pas venir de 50 places non plus, hein, dans le système solaire. Alors, on a tout de suite pensé à Mars et on a pu l'identifier de façon formelle parce que lors, comment ça peut se former, ce genre de météorite-là? Ça peut être une collision qui se fait sur Mars et qu'il y a un morceau qui est éjecté. La gravité de Mars étant beaucoup plus faible, ça peut se faire. Donc, c'est souvent le processus qui se fait. Et lors de la collision, on peut avoir des poches de gaz qui sont emprisonnées dans la météorite. On en a trouvé. Et on a pu analyser le gaz dans ces régions-là de la météorite. Et on l'a comparé avec ce que les sondes spatiales sur Mars ont identifié comme gaz comme pour l'atmosphère. Et c'est identique. Donc, c'est comme ça qu'on a pu dire que la météorite provenait de Mars. Pourquoi la Allen Hill est si célèbre? J'en parle très rapidement parce que vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est dans les années 90, si je ne m'abuse. La météorite, il y a des chercheurs qui ont pensé avoir trouvé des micro-fossiles dans cette météorite-là. Oui, vous imaginez la nouvelle. Où sont les petits hommes verts? Alors, bien sûr, on a fait une grosse annonce et même, je me souviens, moi, qu'il y avait même le président de l'époque aux États-Unis, Bill Clinton, avait fait une conférence de presse pour parler de cette découverte. C'était extraordinaire, etc. Malheureusement, la ballonne a été dégonflée assez rapidement parce qu'il y a d'autres personnes qui ont analysé le tout et qui ont regardé ça et ont dit, ouais, mais c'est parce que la météorite, quand on regarde, elle a passé, elle est tombée il y a 20 000 ans en Antarctique. Parce qu'elle vient de l'Antarctique et les micro-fossiles, ce que vous pensez, c'est de la contamination terrestre. Et on en a trouvé dans d'autres météorites, entre autres Tatooine, qui a la même chose. Alors, meilleure chance la prochaine fois. Voilà. Donc, ça, c'est pour les principaux types de météorites. Donc, on a les chondrites, donc les non différenciés et les différenciés. Et tout ça nous permet donc de comprendre un peu plus. J'ai passé un petit peu plus de temps sur les différents types. Je trouvais ça important pour qu'on comprenne un peu plus. Maintenant, j'ai expliqué qu'est-ce qui arrive quand ça tombe. Maintenant, la question que vous avez probablement, et là, on va y aller avec des questions plus pratico-pratiques, c'est est-ce qu'il y a des endroits privilégiés sur Terre où les météorites tombent? Genre, dans ma cour. On aimerait ça. La réponse est non. On voit ici un très beau diagramme pour des satellites américains, enfin, ce qu'on a pu trouver comme données non classées. Donc, et chaque point représente une collision. La grosseur et la couleur, surtout, nous indiquent la quantité d'énergie lors de la chute. On ne s'en occupera pas pour le moment. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas d'endroit privilégié. Il y en a partout qui tombent.
Donc, le 2 tiers des météorites qui tombent sur Terre, ben, tombent dans l'eau, malheureusement. Et dans les terres, ben, sur Terre, ben, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on habite. Il y a beaucoup de déserts. Alors, quand ça tombe dans le désert, ben, il y a des chances qu'on ne le voit pas. Et il y a des endroits même plus difficiles aussi à trouver. Si on regarde le Québec, on a beaucoup de forêts. S'il y a une météorite qui tombe en plein milieu d'une forêt en Abitibi, si personne n'a vu tomber, bonne chance pour le trouver. C'est à peu près impossible. Là, elle va mourir là, puis on n'entendra jamais parler, malheureusement. Donc, il n'y a pas d'endroit privilégié où les météorites tombent. Est-ce qu'il y a cependant des endroits privilégiés pour en trouver? Et là, la réponse est oui. Alors, vous avez ici, dans le fond, une image, mais en même temps, où sont les endroits privilégiés? Ben, c'est des endroits secs. Parce qu'une des choses qui est mortelle pour une météorite, c'est l'humidité. Donc, le fer, entre autres, va nous aider à trouver une météorite, mais le fer, s'il tombe, s'il est dans un milieu humide, va rouiller rapidement. Donc, le meilleur endroit pour le garder, c'est dans des endroits secs et arides. Tout de suite, vous pensez au désert d'Afrique, Sahara, etc. Désert australien, c'est vrai, mais le plus grand désert du monde, c'est l'Antarctique. C'est extrêmement sec en Antarctique et en plus, on en trouve on en trouve beaucoup. Sur les presque 64 000 météorites qui sont tombées, on en a et qu'on a retrouvées, la plupart, c'est des trouvailles. Eh bien, 70% viennent d'Antarctique. Comment ça peut se faire? On le voit par l'image de gauche en bas. Quand une météorite tombe en Antarctique, ça tombe sur la glace. Le glacier va bouger, va aller vers l'intérieur des terres, mais à l'intérieur du continent en Antarctique, il y a des montagnes. Et quand la glace arrive à flanc de montagne, elle se met comme à tourbillonner, on voit là-dessus. Ici, on accélère le processus. Ça prend beaucoup d'années avant de faire ça. Mais ça va faire en sorte qu'on retrouve plus favorablement des météorites dans la glace près des montagnes. Alors, dans les années 70, il y a quelqu'un qui a pensé à ça, qui est allé en hélicoptère et juste de visu, on voyait beaucoup de météorites. La difficulté ici est de se rendre. C'est un territoire protégé. Vous ne pouvez pas y aller pour partir en vacances, aller là. Donc, ça vous prend des permis, etc. La NASA, chaque année, organise en décembre et janvier des expéditions, enfin une expédition pour aller recueillir des météorites avec des spécialistes. Habituellement, sont entre 7 et 8. Et ces gens-là vont en Antarctique, ramènent des météorites, mais ils ne les gardent pas pour eux. C'est la NASA qui les garde, donc au Johnson Space Center, où il y a un laboratoire spécialement aménagé pour garder ces roches-là, ainsi que les échantillons lunaires que les astronautes ont rapportés. Et donc, on peut les analyser par la suite. D'ailleurs, celle qu'on a vue, la météorite martienne ALH 84001, vient d'Antarctique, justement. Alors, donc, 70% viennent d'Antarctique. Près de 18% viennent aussi des déserts africains, là, ce qu'on appelle le NWA, Northwestern Africa. Alors, ça aussi, donc, on en retrouve quand même pas mal, là, juste à ces deux endroits-là. Dans les presque 64 000 météorites, ben, comme je le disais, les plus rares, c'est des martiennes, 268 seulement. Vous voyez que c'est pas beaucoup. On verra tantôt, on va parler de la valeur, ben, c'est ceux-là qui ont le plus de valeur. Des météorites de la Lune, il y en a. Il n'y a pas juste les échantillons des astronautes qu'on a rapportés. On a 412 météorites, surtout retrouvées en Antarctique et dans le désert africain, qu'on a retrouvés. Il y en a 73 qui sont tombés sur le sol canadien et 5 au Québec. On va en regarder quelques-unes, donc allons-y. Alors, il y a une météorite qui tombe, à qui elle appartient? Bon, bien sûr, vous pouvez lire le texte, mais peut-être qu'on peut s'amuser à se poser la question avant de lire le texte. Alors, ça demande. Alors, par exemple, j'invite Mathieu à venir souper chez moi. Il arrive, il passe par derrière, il passe dans la cour, il voit une météorite dans la cour et donc il la ramasse. À qui appartient la météorite? Est-ce qu'elle lui appartient? C'est lui qui l'a trouvée? Ou elle m'appartient? Eh bien, la réponse à cette question-là va dépendre de la législation du pays où vous vous trouvez. Parlons du Canada, on est au Canada. Au Canada, la météorite, même si c'est Mathieu qui l'a trouvée, elle m'appartient. Donc, elle appartient au propriétaire du terrain. C'est très, très clair dans la loi. Donc, mais si elle tombe dans la rue, elle appartient à la municipalité.
Bon, là, si jamais vous prenez la roche, puis la météorite, vous la mettez sur votre terrain, dites non, elle est tombée chez nous, ça ne produira rien. Il y en a qui ont fait ça à Saint-Robert. Il y a quelqu'un qui a trouvé sur le bord du chemin, puis je pense que la municipalité, elle ne l'a jamais su. Je ne sais trop, j'espère que je ne trahis pas ce secret-là. Donc, c'est ce qui arrive. De l'autre côté, si vous trouvez une météorite, il peut y en avoir plusieurs, hein, et vous décidez de les vendre. Bon, si vous les vendez à des gens qui vivent au Canada, il n'y a pas de problème. Donc, ça va, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, si Mathieu, bon, si moi, j'en ai sur mon terrain, je décide de les vendre au planétarium, par exemple, il n'y a pas de problème. Conflit d'intérêt, ça, c'est pas grave. Mais si vous voulez vendre une météorite à l'extérieur du Canada, là, ça pose un problème. Parce que c'est protégé par une loi depuis 1977 sur les objets de culture du patrimoine canadien. Or, cette loi-là vous dit que si vous voulez vendre un objet comme ça à l'extérieur du Canada, vous devez demander un permis avant de pouvoir le faire. Et pourquoi on vous fait ça? C'est que, et c'est arrivé, entre autres, pour la météorite Buzzard Coulee, qui est tombée en Alberta, et le type qui les a trouvés avait contacté un vendeur américain pour dire « Vends-les à mon nom ». Et le vendeur a été extrêmement honnête. Il a demandé un permis. Mais avant qu'on lui accorde le permis, on a demandé, dans ce cas-ci, à certains musées, certains centres de recherche, on a dit, il y a la météorite Buzzard Coulee. Voici le prix qui est demandé. Donc, c'est un prix très honnête, très correct. Et si vous êtes intéressé à les acheter, ben, vous pouvez en acheter un ou plusieurs fragments. Et le planétarium a acheté 2 fragments de Buzzard Coulee. On a aussi fait la même chose avec Chibougamau à l'époque, on a acheté tous les fragments. Donc, ça, c'est important, cette loi-là. Par la suite, si, comme dans le cas de Buzzard Coulee, les fragments n'avaient pas tous été vendus au Canada, ben là, le vendeur a eu le droit d'aller les vendre sur le marché international. Maintenant, combien ça vaut une météorite? C'est un peu ça. Bon, premièrement, la météorite, ça vient de tomber, vous l'avez vu tomber, il y a encore une croûte de fusion, conservez-la. Ça vaut plus cher s'il y a une croûte de fusion. Donc, commencez pas à la manipuler constamment parce que on a du gras après la peau et ça fait en sorte que la croûte de fusion, elle est très mince. On parle de quelques millimètres d'épaisseur seulement. Alors, donc, à force de manipuler, elle va disparaître, elle va tomber. D'ailleurs, une météorite qui reste longtemps au sol, par exemple dans le désert, si on la trouve des centaines d'années plus tard, bien, souvent, il n'y a plus de croûte de fusion à cause des intempéries. Donc, c'est la première affaire. Si vous en trouvez une, mettez-la dans un sac Ziploc, quoi que ce soit. D'ailleurs, moi, au planétarium, quand je manipule une météorite, je prends toujours des gants, des gants avec des gants en nitrile. Donc, ça, c'est la première chose. Alors maintenant, combien est-ce qu'elle vaut? Ben, ça va dépendre de l'état de conservation, bien sûr, mais ça va dépendre surtout de la rareté de la météorite. Alors, les météorites les moins rares vont souvent les métalliques parce qu'ils sont très grosses, etc. On en trouve facilement sur le marché. Le prix le plus bas va être de 50 sous, $1 le gramme à peu près, là, dans ces eaux-là. Les plus rares, c'est les martiennes. Et là, le prix varie ces derniers temps entre 800 $ et 1000 $. Et là, on parle le gramme. OK? Parce que c'est toujours vendu au gramme, le prix que je vous donne. Alors, vous imaginez, une météorite martienne qui vaut 1000 $ le gramme, si elle pèse 1 kilo, elle vaut 1 million. Alors, souvent, les vendeurs ne sont même pas capables de vendre ce genre de météorite-là. Bon, on pourrait mettre des météorites martiennes d'1 kilo, je ne sais pas si on en a trouvé. Mais souvent, les météorites, ce qu'on va faire, et vous le voyez, on va les couper. Soit en tranches, soit en morceaux. Pourquoi? Pas parce qu'on veut les altérer. Ben, d'abord, parce qu'on on en vend à plusieurs personnes, mais souvent, c'est une façon de les rendre à un prix abordable. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va s'y prendre. Alors, donc, oui, ça peut valoir cher. Il faut bien sûr la faire authentifier. Si quelqu'un arrive au planétarium et dit « J'ai trouvé une météorite, combien qu'elle vaut? » Ben, la première affaire, il faut identifier que c'est une météorite. Deuxièmement, que c'est une nouvelle météorite, parce qu'un petit fin pourrait avoir acheté une météorite sur eBay et la lancer sur votre terrain. Ça pourrait arriver, là. Je dis ça, mais on a déjà vu des histoires rocambolesques. Il faut l'identifier, puis ensuite, ben oui, ça peut être le cas. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, est-ce que ça arrive souvent? C'est arrivé souvent qu'on nous a envoyé soit des demandes, soit que les gens viennent en personne pour nous amener. Ça arrive souvent. Je pense avoir trouvé une météorite.
ou encore par Internet des photos. C'est plus difficile avec les photos à identifier, mais souvent, on demande de faire les tests d'éléments, etc. Ça fait 28 ans que je travaille au planétarium, et en 28 ans, ce n'est arrivé qu'une seule fois on m'a amené une météorite. Mais c'est la météorite Penouille qu'on va voir dans quelques instants. Alors donc, c'est assez rare. Maintenant, une autre question peut-être, c'est comment on nomme les météorites. Une météorite tombe chez nous, elle ne s'appellera pas la météorite André Grandchamp. Le nom va être l'endroit le plus près d'où elle est tombée, comme à Saint-Robert, elle est tombée là, près du village de Saint-Robert. Donc, voilà, on l'appelle comme ça. Et si, comme Alma-Ata-Sita, ben, c'était près d'une station de train, la 6e station sur la ligne, la station 6, en arabe, Alma-Ata-Sita, Sita étant 6. Alors, donc, voilà. Maintenant, pour les déserts ou encore en Antarctique, on va simplement donner un acronyme comme ALH pour Allen Hill, qui est un des endroits en Antarctique, mais comme il y en a beaucoup, puis il n'y a pas de village ni de ville, ben là, on va donner un numéro qu'on augmente. La première, c'est la 1, ensuite, etc. Alors, donc, on le fait de cette façon-là. Alors, pour ceux qui se demandent, au Canada, 73 météorites, oui, il y a une météorite qui est tombée à Toronto, mais non, pas à Montréal. Et voilà, c'est malheureusement comme ça. On attend qu'il y en ait une qui tombe. Moi, je serais prêt à la prendre dans ma cour. Et elle s'appellera en plus la météorite Montréal. On aimerait ça. Donc, on ne sait jamais. Et ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, j'aurais beau vouloir, vous auriez beau vouloir, on n'a aucun contrôle sur cet élément-là. Parlons un peu de la collection du planétarium de météorites. Elle a été vraiment initiée lors de la chute de Saint-Robert en 1994. Et depuis ce temps-là, parce qu'avant cette chute-là, on n'avait que 3 météorites pour des animations. Et ensuite, on a fait des expositions temporaires là-dessus. On a développé une collection. Nous sommes maintenant rendus avec plus de 200 météorites et plus de 450 fragments différents de météorites. C'est la 3e plus grosse collection au Canada, la plus importante au Québec. On en est très fiers de ça. On est d'ailleurs, je pense, le seul musée qui a, dans le fond, dont le volet conservation est principal et les météorites. Et sur les météorites qu'on a, on en a 2 uniques au monde. On est les seuls à voir les fragments. Penouille, où il y a un seul fragment, et Chibougamau, on a tous les fragments. Donc, tous les types de météorites sont représentés. Peut-être pas toutes les sous-classes, dans les 50 sous-classes, il y en a beaucoup, là, mais les grands types de météorites, on les a tous. Je vais vous montrer quelques vedettes, si je peux m'exprimer ici. Ah oui, d'abord, peut-être avant de montrer les vedettes, ben, comment est-ce qu'on acquiert des météorites maintenant? C'est quoi nos axes de collection? Ben, d'abord, si c'est une météorite québécoise ou canadienne, surtout si on ne l'a pas, bien sûr, on va s'arranger pour mettre la main dessus. On aimerait bien l'avoir. Mais aussi maintenant, on achète des météorites qui ont une histoire à raconter. Et ça, souvent, il y a une histoire intéressante à raconter et pour qu'il y ait un beau potentiel d'exposition. Voilà. Alors, si on regarde quelques fragments, d'abord, la météorite Saint-Robert, j'en parlais tantôt, c'est de là que notre collection est partie. Ben, il y a 20 fragments qui ont été trouvés de Saint-Robert. Je vais en parler plus en détail dans 2 semaines. Je vous invite à venir écouter cette conférence-là. On en possède 2 de ces 20 fragments-là. Vous en voyez un ici. Le Penouille, qui est un cas tout à fait extraordinaire, c'est le seul fragment. Penouille, c'est en Gaspésie. C'est un jeune homme qui lui-même a entendu un astronome du planétarium faire une entrevue à la télé après la chute de Saint-Robert en 1994. Et c'était un jeune homme qui avait été faire avec ses parents du camping en Gaspésie et qui était féru de roches. Il a donc ramassé 5 sacs de roches. Il a ramené ça chez lui. Et sa mère, à un moment donné, c'était un peu tanné. Elle a dit, bon, ben là, débarrasse-toi de tes roches. Mais il a voulu conserver ses roches et il a regardé toutes ses roches, entre autres, il a essayé l'aimant sur chacune de ses roches. Et de façon générale, les roches terrestres, à moins que ce soit qu'il y ait un peu de fer, mais c'est très rare, les roches terrestres ne réagissent pas à l'aimant. Et c'était la seule dans ses 5 sacs qui réagissait à l'aimant. Il l'a donc gardé. Et plus d'une dizaine d'années plus tard,
il a entendu l'entrevue, il nous l'a apporté, c'est moi qui l'ai accueilli. Et là, en voyant ça, je dis, oh, je pense qu'on est en présence d'une météorite. On l'a envoyé pour analyse, effectivement, c'était une météorite. On a Chibougamau pour lequel on a réussi à avoir tous les fragments, donc qui a été trouvé par un Américain près d'une mine à Chibougamau. Donc, c'est Chibougamau et Penouille, on est les seuls à avoir des fragments. C'est ceux qui, je disais, qui sont uniques au monde pour nous, on aime bien. D'autres vedettes, j'en montre rapidement et je vais être clair avec cela ensuite. D'abord, Oba, oui, Oba, c'est la plus grosse météorite qui est tombée sur Terre. On parle de 60 tonnes qui a été trouvée en Namibie. Ça devait être assez méchant quand ça a tombé. Et vous avez à droite, en bas, un petit morceau de notre fragment. Donc, c'est une météorite qui est la plus grosse, une météorite métallique. C'est assez spécial. On est donc bien content. Elle est exposée. D'ailleurs, on a sur les 450 fragments, on en a plus d'une cinquantaine qu'on expose, ou près d'une cinquantaine, c'est-à-dire qu'on expose dans l'exposition temporaire. On espère que ça reprendra bientôt et que vous pourrez venir admirer ces pierres célestes. Peekskill, on a un tout petit fragment de Peekskill pour dire que c'est une histoire un peu particulière. La météorite Peekskill, elle est tombée le 9 octobre 1992, c'est un vendredi soir aux États-Unis. Peekskill, c'est en banlieue de New York. Et quand la météorite, on a vu tantôt des fragments là, de la météorite Peekskill, on voyait plusieurs fragments. Eh bien, vendredi soir à l'automne, qu'est-ce que souvent les familles américaines vont faire? Si vous avez des garçons, ils sont probablement à jouer au football américain. Et donc, il y avait des matchs de football. Et certains, on est en 92, on n'avait pas les téléphones cellulaires, mais certains avaient des caméras vidéo. Et il y en a qui ont filmé. Donc, il y a quelques vidéos qu'on peut trouver sur Internet. Mais la météorite a poursuivi son chemin. Il y a un seul fragment qu'on a retrouvé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une jeune fille, donc à Peekskill, Michelle Knapp, qui venait d'acheter cette Malibu, un magnifique Malibu rouge, quelques jours avant à sa grand-mère, modique de 300 $ à l'époque. Et elle est assise dans le salon, elle regarde la télé et elle a entendu un vacarme épouvantable. Elle s'est demandé ce qui se passait. Pour ceux qui ont vécu cette époque-là, elle a pensé que Rambo était rendu chez elle. Les plus jeunes ne savaient pas peut-être c'est qui Rambo, c'est pas grave, vous allez voir. Et donc, elle est sortie dehors et elle a trouvé sa voiture avec un immense trou dans le coffre arrière et une roche en dessous. Donc, c'était justement la météorite qui avait percé le trou de sa voiture. Elle ne pouvait pas réclamer l'assurance, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis Act of God. Donc, en français, il y a un autre nom dont j'oublie, mais c'est pas grave. Et ne vous en faites pas, elle n'a pas perdu rien au change. Au contraire, elle a vendu la météorite et la voiture pour plus de 70 000 $ à un musée. Alors, ça en est bien remis. Alors, c'est exposé à un musée aux États-Unis. Une histoire, comme je vous disais, vous voyez un peu le genre d'histoire qui est tout à fait fascinant à raconter là, de cette façon-là. Une que je veux montrer, Murchison, celle-là, oui, une histoire fascinante, mais surtout au niveau de la recherche, c'est une chondrite carbonée, donc on voit qu'il y a une matrice sombre, très, très sombre, noire, avec quelques cônes. Cette météorite-là, ce qu'on a réalisé, on a découvert, il y a un article qui a paru à la fin de l'année dernière il y a des gens qui ont étudié des grains de poussière à l'intérieur de la météorite Murchison et on s'est rendu compte qu'il y avait certains grains de poussière qui avaient plus de 7 milliards d'années, donc qui remontent à avant le système solaire. Donc ça aussi, ça nous renseigne sur le fait, quand je vous disais que les poussières viennent de d'autres étoiles, ben oui, elles sont formées autour de d'autres étoiles, ont expulsé lorsque l'étoile meurt. Lorsqu'elle meurt, le gaz est expulsé là, et la poussière est expulsée, souvent sous forme de supernova. Et à ce moment-là, cette poussière-là vient contaminer notre nuage qui va donner naissance aux planètes et au Soleil. Et on en a une preuve flagrante dans ce cas-ci. Et si je ne m'abuse, on va terminer avec une des dernières acquisitions du planétarium, la météorite Semchan qui est tombée dans les années 60. Au début, on avait trouvé
uniquement la portion à droite. Donc, on disait que c'est une météorite métallique. Mais en 2004, il y a des gens qui sont retournés sur place et ont trouvé, vous voyez, à gauche, on voit que c'est un mélange, il y a de l'olivine aussi. Donc, c'était ici vraiment là, la région, quand je vous disais, entre le noyau et le manteau. Donc, on a une région mixte. Mais ici, en plus, on a le début de la région mixte à gauche et on a à droite une partie du noyau. C'est tout à fait fascinant. C'est une très, très belle pièce. On a hâte de l'exposer pour pouvoir vous la montrer. Alors, voilà, ça met fin à ma présentation. Je pense qu'il y a possiblement des questions. On va pouvoir les prendre. Mathieu, je ne sais pas si tu veux prendre. Alors oui, la conférence sera disponible pour on demande si la conférence sera disponible pour un visionnement ultérieur. Oui, sur le Facebook d'Espace pour la vie, dans la section live. Les anciennes conférences, pas juste la mienne, les autres aussi, sont disponibles. Et entre autres, celle que j'ai faite il y a 2 semaines, pour ceux qui voudraient la voir sur les astéroïdes et les comètes, est disponible. Et celle-là aussi sera mise en ligne sans problème. Elle devrait l'être peut-être pas aujourd'hui, mais au plus tard, au début de la semaine prochaine. Même, je pense que ça devrait être assez vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mon cher Mathieu? Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui demande, j'ai déjà vu un corps très brillant, beaucoup plus qu'une étoile filante, et je me suis toujours demandé ce que c'était. Est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être une météorite au bas de l'horizon? Oui. Si vous l'avez vu au bas de l'horizon, si c'était une météorite, probablement qu'elle est passée très loin de vous. Donc, vous avez vu que le phénomène lumineux. Vous n'avez sûrement pas entendu de bang supersonique. Alors, oui, dans ce cas-ci, ça ne serait pas juste une étoile filante, mais un bolide. Donc, un bolide, là, quand je vous dis, là, c'est très gros. Là. Puis surtout de nuit, là, ça a l'air d'une grosse boule de feu. Et c'est très impressionnant. Et bien sûr, quand on le perd à un moment donné parce que ça franchit une grande distance, par exemple, on peut le voir à plus de 500 km de distance. Donc, si vous l'avez vu près de l'horizon, ben vous avez probablement vu la même chose, mais vous étiez très loin du point d'impact. S'il y a eu point d'impact, bien sûr. J'en ai une autre. Est-ce que les bolides qu'on voit dans le ciel atterrissent nécessairement tous sur la Terre? Non, malheureusement, il y a des bolides qui ne survivent pas à leur entrée dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on appelle un bolide, c'est qu'il faut que ce soit plus brillant que la planète Vénus. Ceux-là, ceux qui sont sur la limite, souvent vont disparaître dans l'atmosphère. Ça dépend aussi de l'angle avec lequel ça va entrer dans l'atmosphère. Plus l'angle est aigu, plus la friction va être importante. Donc, ça dépend aussi du type de phénomène. Alors, il y en a plusieurs qui vont se désintégrer dans l'atmosphère. Certains vont survivre dans l'atmosphère, mais je vous rappelle aussi que même s'ils survivent, le 2/3 va tomber dans l'eau, parce que 2/3 de la Terre, c'est de l'eau. Alors voilà, donc ils ne survivent pas tous, cependant, malheureusement. Alors, quand on dit massif, quelle grosseur environ pour atteindre assez de température pour qu'il se différencie, donc entre les différents types de météorites? Oui, on considère que, la densité, là, dans le fond, la masse, on considère qu'il faut à peu près 40 km de diamètre au moins, 40 à 50 km de diamètre. En bas de ça, vous n'aurez pas de différenciation. On le voit dans les astéroïdes, par exemple, Bennu, Ryugu, qui fait même pas 1 kilomètre de diamètre. C'est clairement des astéroïdes qui n'ont pas été différenciés. Souvent, quand c'est des petits astéroïdes, ils sont moins compactés et donc la densité est moins grande. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut il faut que le corps soit assez gros, mais on parle pour commencer la différenciation, ça en a terminé, là, au moins le début du processus, on parle de 40 à 50 km de grosseur. Il y a quelques diapositives, il y avait mention de polissage de certaines météorites et je me demandais pourquoi c'est fait, outre le nettoyage de ce qui est une impureté terrienne. D'abord, la rouille aussi, on peut le faire. Donc, on nettoie, comme je disais, la rouille est notre grand problème avec les météorites. Donc, quand on veut faire l'entretien, quand j'ai à faire l'entretien, c'est de frotter, donc de polir.
Et puis, par la suite, ben, on va donner un polissage le plus lisse possible. Le polissage étant très lisse, va faire en sorte que la rouille va moins prendre facilement. Même dans certains échantillons, quand on veut les exposer au public, si on n'a pas, on peut même les vernir avec un vernis sans eau, cependant. Et puis, ben, c'est aussi pour faire apparaître, dans certains cas, les figures de Widmanstatten, là, quand on est capable de le voir. Donc, c'est pour ça qu'on va polir une météorite, mais c'est souvent pour, oui, des impuretés, mais aussi beaucoup la rouille. Alors, il y a la personne qui avait vu un bolide passer qui dit « J'avais l'impression que c'était de la grosseur de la Lune. Est-ce possible? » Elle a été la seule à le voir. Oh, là, si on parle de quelque chose de très gros. La grosseur de la Lune, ben peut-être si en fin de trajectoire, le bolide a complètement explosé, là, ça peut donner une très grosse boule de feu. Ça peut être possible, là, parce que souvent, ça devient très brillant. Donc, quand on peut voir ce genre de phénomène-là, d'ailleurs, si on le voit, bon, on parle de grosseur, mais c'est souvent la luminosité. C'est un très gros bolide. Alors, c'est possible là, que vous l'ayez vu. Ça pourrait arriver. Il y aurait probablement, ce bolide-là été visible de jour, même si c'était produit de jour. Je ne sais pas si c'est produit de jour ou de nuit, mais c'est fort possible. Dans certains cas, oui. Est-ce que les météorites sont toujours aimantées? Pratiquement oui. Il y a peu de météorites qui n'ont pas de fer à l'intérieur. Dans les chondrites, puis 85%, même 92% des météorites qui tombent, c'est des chondrites. Dans les chondrites, il y a que les météorites, les chondrites carbonés CI qui ne sont pas aimantés, ou à peu près pas, là. Donc, il y en a que 7 connus dans le monde. Sinon, peut-être des achondrites qui pourraient ne pas être aimantés, mais là, il faut faire attention. Ça aussi, c'est des cas plus rares. C'est possible, mais on va les distinguer d'une autre façon que par l'aimant. Parce que souvent, quand on me dit ben la météorite n'est pas nécessairement aimantée, ben il peut y avoir d'autres choses qui vont trahir. Ça peut le fait que c'est pas une météorite, c'est soit par des cristaux ou encore des bulles. Mais ça peut arriver, il y a quelques météorites qui n'ont pas de fer, mais sont rares. Est-ce que des météorites de Terre se rendent sur d'autres planètes? Ben, on n'en connaît pas parce que pour ça, il faudrait qu'il y ait un cratère qui se forme et qu'un éjecta ou un fragment de roche soit expulsé. Et la Terre ayant une masse importante, elle retient facilement la matière. Il y en a possiblement eu au début du système solaire. Il y a eu à un moment donné une période de bombardement intensif, il y a 3,9 milliards d'années. Possiblement qu'à ce moment-là, il y en a eu, mais ça fait très longtemps. Et en ce moment, on n'en voit pas parce qu'il n'y a pas de cratères qui sont formés. Alors qu'une planète comme Mars ayant une gravité plus faible, même le volcanisme, à la rigueur, pourrait donner un éjecta qui s'échappe de la gravité. Mais la gravité de la Terre étant assez importante, c'est plus difficile de voir ce genre de choses-là. Alors voilà, donc c'était la dernière question que Mathieu me dit. Alors, ça m'a fait un immense plaisir de vous présenter cette conférence sur les météorites. J'espère que vous avez apprécié. C'est un monde, comme je disais, tout à fait fascinant, moi, que je trouve extraordinaire de pouvoir manipuler des objets extraterrestres, des embryons de planètes. Alors, donc, je vous invite à continuer à vous intéresser à ce domaine qui est tout à fait extraordinaire. Et il reste dans la séquence de notre série de conférences, 3 autres conférences. Dans 2 semaines, on va parler de la météorite de Saint-Robert qui est tombée il y a plus de 25 ans et qu'on a beaucoup étudié, nous, au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on la connaît bien. Je vais vous raconter les anecdotes qu'il y a sur cette chute-là qui est tout à fait extraordinaire. Entre autres, il y en a qui s'en souviennent peut-être, mais le premier fragment a été trouvé grâce à des vaches. Donc, ça, c'est quand même, il faut le faire. Et ensuite, on parlera en juillet, donc, des cratères d'impact.
Donc, justement, un peu ce qu'on disait tantôt. Et on va terminer avec le projet Dôme pour détecter des météorites. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle fin de semaine et j'espère vous revoir dans 2 semaines.